Les salutations d'adieu. 10 jours avant la fin de la présidence de Biden, les États-Unis ont frappé la flotte pétrolière illégale dite fantôme de la Fédération de Russie, et ce, imaginez-vous, jusqu'à 183 navires. Ils sont désormais sous sanctions. Les États-Unis ont introduit l'un des plans les plus sévères contre l'industrie pétrolière russe, ou plutôt contre la principale source de revenus de la Russie, pour financer sa guerre illégale contre l'Ukraine, a déclaré la secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen. Ces sanctions coûtent à l'économie de l'agresseur des milliards de dollars par mois en profits pétroliers. Il s'agissait de géants tels que Gazprom Neft et Surgut Neftgaz, de leurs cadres supérieurs et de leurs familles, et d'un total de plusieurs centaines d'entreprises russes engagées dans la production de pétrole, le pompage, le transport et même l'assurance. La réaction dans le monde entier a été instantanée. Cette semaine, la Chine a commencé à fermer ses ports maritimes à la Russie. Les pétroliers sous sanctions ont été interdits d'entrer dans la province du Shandong, et c'est par ces ports que transitait l'essentiel des importations de pétrole en provenance de Russie. La Chine et l'Inde tentent désormais de trouver une alternative au pétrole russe, car personne ne veut se quereller avec les États-Unis, écrivent les analystes internationaux. Ces restrictions porteront un coup significatif à la machine militaire russe, a déclaré le président ukrainien Volodymyr Zelensky lors d'une conversation téléphonique. Il a personnellement remercié le président Biden pour ce pas décisif. Bien sûr, cela n'arrêtera pas la flotte illégale de la Fédération de Russie, mais cela réduira considérablement les ventes de pétrole. Cependant, les camions-citernes, en raison de leur état technique, peuvent s'arrêter d'eux-mêmes. Cette semaine, un autre navire pétrolier russe a perdu le contrôle et dérive dans la mer Baltique. Il est intéressant de noter qu'il provenait du port d'Oust-Louga, où des drones à longue portée du service de sécurité de l'Ukraine ont volé au cours de la nouvelle année. La chasse aux navires russes s'est déplacée de la mer Noire à la Baltique et peut-être même à la Méditerranée. S'agit-il d'une coïncidence ou d'une nouvelle stratégie ukrainienne? Al-Hachij a enquêté. Chasse aux navires russes dans les eaux internationales. Qui est derrière la destruction du navire du Kremlin en mer Méditerranée? Ce n'est qu'un début. Le plus grand port commercial de la Fédération, Ust-Louga, a également été attaqué. Prêt à attraper les Russes partout dans le monde. Et les aventures baltiques de la flotte fantôme de Poutine. Arrêter ce perpétuum mobile de la guerre. C'est le même piège dans lequel nous sommes entraînés. Cette vidéo montre un drone heurtant des réservoirs de condensat de gaz. Mais où cela se passe-t-il? Dans le plus grand port pétrolier de Russie, dans la région de Leningrad, Ust-Louga. Le terminal a été attaqué par des drones à longue portée du service de sécurité ukrainien qui ont parcouru 1 millier de kilomètres, rapporte notre source dans le département. Il faudra au moins 1 mois pour réparer les réservoirs et l'objet est extrêmement important. Après tout, c'est par son intermédiaire que la Russie vend du pétrole et du gaz avec l'aide d'une flotte fantôme. C'est important du point de vue du précédent. C'est une lutte contre le contournement des sanctions russes que le monde entier regarde dans ce cas en fermant les yeux, essayant de ne pas remarquer. Du côté de l'Ukraine, nous n'avons pas d'autres moyens. Nous reviendrons bientôt sur la flotte fantôme de la Fédération et ses aventures. Mais avant cela, je vais vous parler d'une série de défaillances qui ont touché des navires russes au cours des dernières semaines. Nouvelle attaque terroriste en Russie. Le navire Ursa Major ou Grande Ourse, traduit du latin, a coulé au large des côtes espagnoles. Que s'est-il passé? Le vraquier russe Bolchaïa Medveditsa a quitté le port de Saint-Pétersbourg et, selon la première version, se dirigeait vers la Syrie pour évacuer des bases militaires syriennes. Mais le propriétaire du navire, une société de logistique de défense, a informé qu'il se dirigeait vers Vladivostok. Il avait à son bord une cargaison intéressante des grues mobiles pour le port et des écoutilles pour la construction d'un nouveau brise-glace nucléaire. Mais suite à une explosion dans la salle des machines, le navire s'est incliné et a coulé. Demandez qui et quoi pourrait être intéressé par les couvercles et les robinets. Mais d'une manière générale, s'agissait-il d'un sabotage et non d'un suicide malheureux dû à des dysfonctionnements techniques? Les chercheurs de la Société de logistique de la défense qui ont examiné le navire coulé ont trouvé des trous de 50 par 50 cm et les trajectoires de 3 explosions différentes à la fois sur le côté droit. Il existe quelques versions non évidentes, mais très intéressantes qui conduisent à un indice avec la cargaison. Ou peut-être les rebelles africains se vengent-ils des Wagnériens pour leurs actes en Afrique? Ou peut-être étaient-ce les Chinois? En fait, les Chinois souhaitent réduire la concurrence au sein de la flotte de brise-glace.
La perte d'une cargaison au fond de la Méditerranée, par exemple, ralentira la construction navale russe en Extrême-Orient, et plus particulièrement la construction du brise-glace. Si vous commencez à démêler cet écheveau, il peut vous mener jusqu'au pôle Nord. L'Arctique, et plus particulièrement son sous-sol, fait l'objet d'une lutte acharnée. L'hémisphère nord et le sous-sol arctique suscitent beaucoup d'intérêt. Par conséquent, toutes les parties ont intérêt à s'assurer que personne d'autre ne veuille que la Russie mette son bec dans ce projet de construction. Cependant, nous ne pouvons évidemment pas exclure la piste ukrainienne, bien qu'il n'y ait aucune preuve de l'implication de nos services spéciaux dans la destruction de l'un des plus grands vraquiers de la flotte ennemie. Il s'est divisé en deux parties. Et ici, les éléments naturels ont détruit les pétroliers russes. Lors d'une tempête près de Kertch, les Volgoneft 212 et Volgoneft 239 ont coulé sans gloire avec un chargement de fioul. Mais revenons à la Baltique, car c'est là que les alliés de l'Ukraine ont enfin commencé à traquer la flotte fantôme de la Fédération. Le Danemark et la Suède surveillent déjà les mouvements des navires russes au large de leurs côtes. Auparavant, les Finlandais avaient immobilisé un pétrolier russe qui, selon les enquêteurs, avait coupé un câble électrique avec son ancre. Ce n'est pas la première fois que des pétroliers sont soupçonnés d'avoir été sabotés par une partie de la flotte clandestine russe, utilisée pour contourner les sanctions internationales, et l'OTAN en profite pour renforcer ses patrouilles dans la région. Je ne peux que applaudir la détermination que la Finlande a démontrée par l'intermédiaire de son leadership, par l'intermédiaire de sa garde côtière des forces navales. Ils ont agi et ils ne sont pas restés assis à attendre, ne s'inquiétant pas d'éventuelles accusations de vouloir une escalade. C'est là que s'est réalisée la plus grande crainte de l'opinion publique du Kremlin, une augmentation de la présence de l'OTAN à proximité des frontières de la Fédération de Russie. Cela a provoqué une véritable panique parmi les propagandistes de Poutine. Regardez ce que cela signifie. Cela signifie que notre navire quitte le port de Saint-Pétersbourg. C'est parti. Il a quitté nos eaux territoriales et les navires de l'OTAN le rejoignent et poursuivent leur route. Ou bien cela signifie autre chose. Ils se tiennent là et disent « Alors, faites demi-tour et revenez ». Les experts du pôle du Kremlin semblent ne pas s'être trompés. Il y aura à la fois le premier et le second. Ils peuvent accompagner les navires suspects et les arrêter pour les inspecter s'ils ont des soupçons. En d'autres termes, ils peuvent imposer des restrictions à certaines catégories de ces navires. Mais la question est de savoir pourquoi la flotte fantôme du Kremlin se déplace librement dans le monde entier, en passant par les eaux de nos alliés et en atteignant sa destination en toute sécurité. Il s'agit tout d'abord de centaines de pétroliers. Les deux principaux ports sont Novorossiysk, dans la mer Noire, où se trouve le terminal Chos-Karis et le terminal international KTK. Où se trouve le même Volnouchka, le terminal de Volna. Ils sont comme des fourmis, une chaîne de fourmis venant de Novorossiysk, vers le Bosphore. Le deuxième terminal est un transbordement encore plus important effectué sur la Baltique, à Ust-Luga. Celui-là même qui a été visité par les oiseaux du service de sécurité de l'Ukraine. Et c'est pourquoi il est si important. Mais c'est une question classique, pourquoi seules les sanctions des services spéciaux ukrainiens fonctionnent-elles, et non les sanctions internationales et légales, dont nos alliés ont tant parlé. Ces sanctions interdisent d'entrer dans les ports des pays européens. Ainsi, ils n'y vont pas et ne comptaient pas y aller. Encore des échappatoires. Le fait que les voisins européens de l'Ukraine aient renforcé le contrôle sur le trafic des navires russes, c'est une très bonne nouvelle. Dommage seulement qu'ils n'aient pas complètement fermé la barrière comme le demande Kiev. Cela signifie donc qu'ils ont laissé une source de revenus. C'est le pétrole, les oléoducs et les pétroliers qui constituent la principale source de carburant pour l'agression russe contre l'Ukraine. Et le concept même de flotte fantôme n'est pas tout à fait vrai, selon nos experts. Il est en fait au soleil, personne ne veut le remarquer. Il n'est pas illégal. Tout le monde le connaît. De quoi s'agit-il? Selon Andriy Klimenko, 30% des pétroliers appartiennent, par exemple, à des sociétés en Grèce et dans d'autres pays de l'UE, à Chypre et à Malte. Les autorités locales n'interdisent pas à leurs armateurs de transporter du pétrole russe, ce qui permet à la Fédération de Russie de contourner facilement les sanctions. Mais malgré toutes ces lacunes, les navires russes vont enfin ressentir la pression.
les alliances de l'Atlantique Nord et les pays alliés européens qui font partie de ces alliances. Ils ont certainement la capacité de bloquer au moins la Baltique. Et ce n'est que le début. L'année dernière, la marine russe a été chassée de Sébastopol par les forces armées ukrainiennes. Rappelons que le commandement russe a déplacé des frégates, des corvettes et des sous-marins équipés de missiles de Sébastopol à Novorossiysk. Mais même à Novorossiysk, ils étaient en danger. Il faudra désormais oublier la libre circulation et dans la mer Baltique. Entre-temps, selon nos sources au sein du service de sécurité ukrainien, la saison de chasse 2025 a été déclarée ouverte, ce qui signifie que la flotte de la Fédération va continuer à diminuer. À la Chige. Fait de la semaine, ICTV.